Bonjour à tous, bienvenue dans le musée Dans mon canapé. Aujourd'hui, pour coller à l'actualité, on va évoquer les sentiments. On ne va pas parler de la Saint-Valentin parce que dans nos collections, on a des cartes postales et on n'a pas de mention de Saint-Valentin, de la fête de la Saint-Valentin. Alors, on va tout simplement aujourd'hui parler d'amour. Oui, alors, pour vous en parler, eh bien, le plus simple, c'est encore les images. Cette image que vous avez là, eh bien, qui nous vient d'Allemagne, comme vous aurez peut-être deviné en voyant le personnage qui se trouve ici, s'appelle tout simplement le départ du soldat. Et quand on la regarde, on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec les sentiments amoureux du couple et la Saint-Valentin, puisque on a toute la famille, on a un personnage à l'arrière qui pleure, qui peut être la maman du soldat ou sa belle-mère, un paysage qui évoque là aussi le cadre familial, il y a la grande maison bourgeoise derrière, hein, et on voit qu'on est dans l'espace public, il y a un banc, Donc, tout ça évoque plutôt la séparation avec la famille. Mais en fait, si vous prenez le temps de recadrer les deux personnages, tac, comme ça, vous oubliez tout le reste, on prendrait que ce morceau-là, eh bien, on aurait la séparation d'un couple. Voilà. Donc en fait, les deux au niveau de lecture fonctionnent, d'autant plus qu'il se passe quelque chose qui est tout à fait incongru en 1914, vu sa tenue, là c'est le départ au début de la guerre. En 1914, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, on est dans un monde et dans une époque qui est encore baignée de l'époque victorienne. Pour ceux à qui ça évoque quelque chose, l'époque victorienne, c'est une époque collée-montée où on ne montre jamais ses sentiments et certainement pas dans le couple. On ne se tient pas la main dans la rue. On peut prendre des amendes pour indécence si on considère que votre comportement est trop amoureux. Donc là, le banc vous rappelle qu'on est en espace public et pourtant, l'épouse se love dans les bras de son mari. Et donc, on est sur une vraie scène d'amour. Le courrier, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les soldats. Tout le monde le dit, c'est même presque aussi important que la nourriture. Et c'est pour ça qu'on va développer énormément les courriers pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime, rien que pour la France, pendant les 4 ans, on a distribué à peu près, un peu plus même, de 3 milliards de courriers échangés entre l'arrière et le front. Et ce qui est important, c'est de comprendre que les courriers, c'est un moment de pause dans la vie du soldat. C'est-à-dire que s'il a le temps d'écrire, c'est qu'il n'y a plus de combat, il est au repos. Et il se concentre sur la personne à qui il va écrire, sur son destinataire, et ainsi il oublie un petit peu tout ce qui se passe. Au niveau du contenu, les cartes postales dont on va parler, au niveau du contenu, on a des textes qui sont plus ou moins longs. Il y a des textes qui sont très très courts. On écrit simplement « j'arrive », là c'est dans le cas d'un permissionnaire. On peut écrire aussi « meilleur souvenir ». Ce qui compte, ça n'est pas la longueur du texte, c'est l'échange qui va se passer, le contact entre les deux destinataires. Et il y a des textes beaucoup plus longs, la carte postale est totalement remplie, et là ça remplace un petit peu, je pense, une conversation un extrait de conversation qu'on pourrait avoir si on avait la personne de visu. Nous on va vraiment parler uniquement des cartes postales échangées entre amoureux. Alors nous avons dans notre fonds un nombre très important de cartes postales et je vais commencer par prendre l'exemple d'un couple marié, un couple très amoureux. C'est celui que formaient Françoise et Hortense. Alors on voit à l'image une carte postale recto verso, j'essaye de faire ça en général, et on voit que le texte écrit au verso de la carte, c'est « tous les plus doux baisers de tes petits cœurs bien-aimés qui pensent à toi ». Mais à première vue, il y a une bizarrerie, parce que la signature de la carte, c'est Hortense et Mimi, qui étaient respectivement la femme et le fils du soldat François Lacroix. Mais on remarque que le courrier est adressé à la même Madame Lacroix. Et l'explication probable se trouve dans une autre carte postale. Même chose, c'est une carte signée par Hortense Lacroix, adressée à elle-même. Mais cette fois, on voit la signature de François, qui contresigne, on va dire, le texte de sa femme. Et l'hypothèse, c'est que la carte a été envoyée dans une enveloppe par Hortense, puis renvoyée ensuite par François qui s'est contenté de la contresigner. Ça fait une économie de temps pour le poilu, qui, comme ça, on est sûr de recevoir le plus de courriers possible de la part des êtres chers, et en même temps, ça valide aussi le contenu. Et cette hypothèse, elle est confirmée par une autre carte postale
adressée aux mêmes. Hortense qui, au recto de la carte postale, a choisi ce texte, l'exquise évocation d'une femme adorée soutient mon dévouement à la cause sacrée, et François qui, sur le même recto, répond de façon manuscrite, l'exquise évocation d'un mari adoré soutient mon dévouement à la maison sacrée. Alors attention, on peut écrire un texte court, mais il ne faut pas qu'il soit trop court non plus. On voit cet exemple. Alors au recto, c'est pas un régiment, mais enfin un nombre important de soldats. Et derrière le courrier, le scripteur écrit « Reçois mes nombreux baisers ». Et quand on fait le parallèle avec la photo, on peut se demander... Alors il s'agit plutôt d'un trait d'humour, mais enfin ça peut quand même prêter à confusion. Mais la carte postale, c'est aussi un objet qu'on choisit pour son illustration qui résume et synthétise le contenu écrit. Donc normalement, avant de retourner la carte, on doit immédiatement savoir qui a écrit. Et le plus souvent, l'épouse ou la fiancée envoie l'image d'une femme seule, alors que l'époux, lui, va choisir la représentation d'un couple. Mais dans l'extrême majorité des cas, on remarque qu'il y a des fleurs sur la photographie, sur la carte postale. Donc précisément, ce ne sont pas des photographies, ce sont des comédiens qui prennent les rôles des amoureux. Et certains de ces comédiens ont d'ailleurs eu beaucoup de succès. Et c'est ce que l'on constate particulièrement dans ce qu'on appelle des séries, c'est-à-dire qu'on a des ensembles de 4, 5, 8, 10 cartes postales qui présentent le même décor, mais des comédiens dans des postures différentes. La série permet d'espérer que la guerre nous laissera le temps d'envoyer ou de recevoir l'intégralité des cartes qui la composent. Et la carte postale, les cartes postales qu'on voit actuellement nous présentent un modèle qui joue ici le rôle de la femme aimée. Eh bien, c'est une femme qu'on va retrouver sur un nombre très important de cartes postales sentimentales de l'époque. Des acteurs donc qui prennent la pose dans un univers onirique qu'on a même du mal à identifier. Ici, sur cette carte postale, on ne sait pas très bien où la scène se passe. Le couple, manifestement, est assis sur une baignoire à l'orchestre, à l'opéra, au théâtre. Mais on voit en arrière-plan, et encore à peine en arrière-plan, un décor que l'on pourrait trouver dans un château ou dans un intérieur bourgeois. Ici, sur cette carte postale suivante, on voit des comédiens qui prennent la pose pour jouer des amoureux bien connus du théâtre, Roméo et Juliette, et le message est porté par un pigeon voyageur bien connu des soldats de 14. On voit bien que ces cartes sont mises en scène, elles sont colorisées, on fait des photomontages, tout ça c'est très éloigné de la réalité, mais c'est tant mieux, parce que c'est la guerre, elle est ponctuée de violence et de drame, et la vérité on n'en veut pas, nous on veut rêver. Alors, non seulement le sentiment amoureux va passer par des cartes postales, mais il va aussi passer par des objets plus concrets, puisque, vous le savez peut-être, dans les tranchées, les soldats vont prendre l'habitude de détourner les déchets de la guerre. Le grand classique, c'est la douille d'obus, ou le reste de douille de balles aussi, parfois le casque d'un camarade tombé ou une gourde. Et on va en faire des objets. Quand on est doué de ses mains, il y en a beaucoup de soldats qui sont doués de leurs mains, eh bien on va en faire des objets qui n'ont plus rien à voir du tout avec la guerre. Le but, c'est à la fois de se faire un petit souvenir, de s'occuper les mains et donc de s'occuper l'esprit, et finalement de faire un objet qui, en n'ayant rien à voir avec la guerre, l'a fait complètement oublier. Et parmi ces objets, on va aller sur des objets usuels, classiques, des choses qu'on n'a pas dans un champ de bataille, de toute façon qui ne serviraient à rien, typiquement des objets qu'on trouve à table, à la maison. Par exemple, un rond de serviette, on a ici une petite timbale avec marqué Georgette dessus, donc un soldat qui pense certainement à son épouse. Et on a aussi là l'exemple d'un petit plateau qu'on pourrait trouver à table pour divers usages, où il y a marqué littéralement « Souvenir de la guerre, Dixmude, à mon aimé, 1914-1918 ». Alors Dixmude, c'est en Belgique, et c'est une violente bataille qui a lieu très tôt pendant la guerre. C'est le coup d'arrêt de l'invasion allemande en Belgique, et les Français y ont participé. Et on montre qu'on a participé, on montre aussi qu'on y a survécu, et on le montre à la personne que l'on aime, bien évidemment. C'est un peu l'idée de ce genre d'objet. On se dit qu'on va les envoyer, parfois les soldats les envoyaient directement à la maison, ou ils les ramenaient avec eux une fois revenus du front. Alors,
Là, on est sur du gentil souvenir qui évoque le nom de la personne aimée. Mais il y a des degrés plus importants disons, d'implication du soldat dans ce qu'il fait et dans le sentiment qu'il fait passer à travers cet objet. Et on a, par exemple, les douilles d'obus qui, avec leur grande surface, permettent de s'exprimer bien plus que ça. Les douilles d'obus vont permettre, par exemple, de faire des cœurs. Alors, je vais vous montrer ça, c'est très mignon, vous allez voir. Bien alors donc les obus, vous voyez, c'est une plus grande surface d'expression et ces obus, on tenait à vous les montrer parce que il y a dessus des gros cœurs avec marqué souvenir. Et puis pour ne rien vous cacher, on les montre aussi parce que ma collègue Marie-Jeanne est une grande romantique et qu'elle aime les gros cœurs sur les gros obus. Voilà, donc il fallait le dire. Du coup, je le dis. Hein, voilà. Et donc là, on est encore sur un souvenir platonique, hein, mais qui exprime clairement le sentiment. Après, vous allez voir, il y a des souvenirs moins platoniques, très clairement. Alors, il y a donc des objets qui sont clairement plus explicites sur ce qu'ils racontent. On a une collection assez importante d'objets, disons, à tendance érotique. Alors attention, quand je dis tendance érotique, n'imaginez pas des scènes complètement débridées. Non. Hein, je rappelle encore une fois, on en a parlé précédemment, qu'on est à une époque où au début de la guerre, le décolleté des dames, il n'y en a pas. Hein, on a des cols jusque-là et on ne montre pas ses chevilles. Hein. Donc on est très très loin de se dire allez, on montre des femmes nues partout. Bon, les hommes là sont entre eux sur le champ de bataille, mais néanmoins, il y a toujours une espèce de morale derrière qui leur dit qu'il faut qu'ils y aillent doucement. Mais bon, on essaie de se lâcher, de se lâcher un peu. Alors là, il y a deux objets dans cette vitrine qui illustrent ça parfaitement. Le premier, là aussi un obus. Et cet obus, il montre une jeune femme qui est en train de retrousser ses jupes et qui montre ses jambes avec des bas. Tout là-dedans est chaud, si vous me permettez l'expression, puisqu'elle montre ses jambes, hein, vraiment tout en haut. Et en plus, elle le fait volontairement. Voilà. Autant vous dire qu'il aurait été très mal vu à l'époque qu'une femme fasse ça. C'était très mal vu. Bon, bien sûr, hein, c'est comme à toutes les époques, ce qui se passe dans une chambre, c'est tout à fait différent. Mais entre gens de bonne tenue et de bonne société, on ne dira jamais qu'une jeune femme irait montrer ses jambes à un homme comme ça ou à qui que ce soit d'autre. Hein. Voilà. Donc, on est sur quelque chose de là d'un peu plus chaud. Et puis, on a aussi un objet qui est très curieux parce qu'il est lié à une carte postale. En fait, c'est un petit gobelet qui est un vrai chef-d'œuvre parce que il faut quand même avoir de sacrés bons yeux et de sacrées bonnes mains pour graver sur une surface aussi petite quelque chose d'aussi fin. Ça se base sur une carte postale où l'on voit un immeuble. Et dans cet immeuble, on voit l'intérieur de l'immeuble, chaque étage. Et à chaque étage, on a un couple, un soldat qui arrive, qui rend visite à sa chère et tendre. Et dans cet immeuble qui est le baromètre de l'amour, eh bien, vous avez à chaque fois une scène qui va de crescendo dans l'amour. Hein. Au premier étage, ils se rencontrent, ils vont dans la chambre, mais ils sont l'un à côté de l'autre gentiment. Au deuxième étage, ils se rencontrent, et là, on les voit dans le lit l'un à côté de l'autre. Au troisième étage, il y a par contre carrément la femme qui saute au cou du soldat. Dans les trois cas, à chaque fois, il y a un domestique qui introduit le soldat chez madame. Au quatrième étage, il n'y a plus le domestique, il est passé par une porte dissimulée, on ne sait pas, et alors là, elle lui saute dessus, elle a les jambes écartées qui l'enroulent, enfin bon, vous voyez, au quatrième étage, il se passe des trucs... voilà. Et ça, le soldat, on sait qu'il a eu cette carte postale parce qu'il la recopie vraiment précisément sur ce petit gobelet. Hein, voilà. Donc, qui est un gobelet souvenir où il évoque bien sûr sa femme, enfin en tout cas on pensait celle qui est sa femme, donc oui là le souvenir il est pour faire comprendre, t'inquiète pas ma chérie, je pense à toi vraiment beaucoup. Voilà. Alors nous possédons dans notre collection plusieurs objets qui ont été fabriqués par les prisonniers
pas seulement français, lorsqu'ils étaient internés durant la Première Guerre mondiale. Deux exemples d'objets vont nous intéresser dans notre discours aujourd'hui. Le premier, c'est une boîte en bois et ivoire qui a été réalisée par un prisonnier. Alors, dessus, il y a marqué souvenir de Wetzlar 1914-1915. Et surtout, on voit sur le devant du coffre, du coffret, on peut dire, à ma chère Alice. Donc, on suppose que c'était sa compagne, et dans ce cas-là, ça lui est dédié. Comme la plupart des objets qui ont été réalisés dans les camps de prisonniers, c'est en bois, en ivoire, parce qu'on n'utilisait pas, on laissait pas les prisonniers utiliser de métal, de peur qu'ils ne fabriquent des armes pour combattre leurs geôliers. Et puis alors le deuxième objet qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est un tableau, on va dire même un photomontage. Alors, qui est tout à fait charmant, et c'est pour ça qu'il plaît beaucoup à mon collègue Mathieu, c'est l'un de ses objets préférés. Ça s'appelle Souvenir de ma captivité, 1914-1917, Puchheim. Puchheim, c'était un camp de prisonniers en Bavière, un très très grand camp de prisonniers. Et qui a été fermé en 1920, définitivement fermé en 1920. Et là, du coup, cet objet nous interpelle, parce qu'en fait, si on enlève le mot captivité, on a l'impression vraiment d'un tableau charmant, avec des fleurs, avec un couple. C'est quelque chose qui peut nous interroger. À quel moment a été brodé ce tableau, ce montage? Est-ce que c'était après la captivité, après le retour du soldat? Est-ce que ces deux personnes se sont rencontrées pendant la captivité du soldat, ce qui expliquerait le fait que ça reste un très bon souvenir? Pourquoi la date de 1917 alors que le camp n'a été libéré qu'en 1920? Des questionnements, on peut chercher des réponses. Pour terminer notre panorama, nous allons lire deux courriers, deux lettres que se sont échangées Henri et Maria. Ce sont des lettres qui font partie de notre collection également. Et leur particularité, c'est que ce sont deux lettres qui se répondent. Henri a écrit une lettre et Maria lui répond. Et vous allez reconnaître d'ailleurs des éléments qui vont d'une lettre à une autre. Et c'est ainsi que nous terminerons ce petit panorama sur quelques mots d'amour. Le 27 octobre au soir. Je viens de recevoir tes deux lettres du 25 courant. Oh, mais je ne sais plus comment te dire. Toutes les choses que mon cœur ressent, toutes les idées que je pense. Dame, il suffit qu'une fois je m'abandonne à dire que j'ai le cerveau vide et que je ne dise plus dans quelques jours je saurai, pour qu'aussitôt vous échafaudiez un sombre roman que moi, pauvre cachotier, j'efforcerai en vain de vous cacher. Diable, je ne savais pas mes paroles si épicées. Dis, ma chérie, il faut toujours me croire. Oh, je ne veux rien te cacher, surtout notre bonheur qui vient. Je ne sais quand je quitterai mon monastère, mais à coup sûr, sans doute, bientôt. Comme je suis malheureux, je ne suis plus sûr de pouvoir me faire comprendre. Oh, si tu me comprends, dis ma chérie, surtout quand je te dis que je t'aime bien, de tout mon cœur, de tout mon être, et que bientôt nous serons heureux. Tu m'as bien fait rire en parlant d'un certain gradé et des gradés en général. J'espère encore que tu seras contente à ce sujet en te disant que je suis entièrement de ton avis. Et le tableau de notre future vie était inutile pour t'amener à mes raisons, mais il fut bien doux à mon cœur. Comme je te sens vraiment, ma chérie, comme nos esprits, comme nos cœurs communient pour le même bonheur. Et tu sais, je serai têtu, je le suis comme un breton. Ma chérie, tu me fais dire des choses. Aussi, tu ne me crois pas facilement. Il faut démontrer la véracité de mon affection. C'est de ta faute si je me sers de preuve. J'ai bien envie de déchirer cette lettre. Na. Oui, je suis méchant. Et je veux continuer à l'être pour te taquiner un tout petit peu, et en te demandant pourquoi tu mets sur l'enveloppe « franchise militaire » tout en affranchissant la lettre. Je suis méchant, hein? Non, je suis gosse. Je suis un peu énervé. Je voudrais tant te presser sur mon cœur. Mais mon cœur tressaille de joie en songeant que bientôt je pourrai le faire, que bientôt je pourrai te bercer pour endormir tes craintes injustifiées, que bientôt je pourrai te faire enfin vraiment sentir comme je t'aime, comme je veux t'aimer. Dis, ma chérie adorée, je t'aime, vraiment. Je voudrais reposer ma tête sur ton épaule toujours, pour te dire ce que mon cœur ressent et que je suis impuissant à décrire. Je caresse tes lèvres chéries de mes baisers les plus brûlants. Ton toi pour la vie, ton Henri. Le 30 octobre 1915.
Alors j'étais heureuse jeudi soir en rentrant à la maison. Pense donc. Oh mon chéri, quelle douce nuit j'ai passée, que de bonnes pensées me berçaient vers toi. Oh notre tendresse, notre amour qui s'approche, t'avoir tout près de moi, te sentir heureux. Dis mon chéri, c'est bien d'avoir de douces pensées, d'aimer vraiment, d'être confiante. Oh ton retour, il me rend toute muette, toute drôle à la maison, tant je suis avec toi, à toi. Oh je rêve, je divague, je t'adore, dis mon chéri de toute mon âme. C'est beau de bien s'aimer comme nous. Oh je peux te porter bonheur toute ma vie, être heureuse parce que tu le seras. Je t'écris encore cette petite lettre, mon chéri, puisqu'hier soir, ton retour a encore l'air d'être retardé de quelques jours. Je croyais pourtant bien lire la date de ton départ, et puis rien encore. Petit menteur, va. Et puis ce matin, je lis ta belle lettre mauve du 27 octobre, et tu ne sais rien encore, alors je t'envoie ce petit brouillon, tant pis. Oh, mais comme je suis impatiente, dis mon Riquet, c'est pas mal puisque nous nous aimons bien fort, de tout notre cœur, de toute notre âme. Oui, mon chéri, tu vas devenir bien heureux, je le veux de toute ma force. Et je suis très forte, tu sais, quand je le veux. Pas aux dames, mais pour t'aimer, pour te chérir, mon petit homme têtu. À bientôt, mon petit Riquet. Mes lèvres sont brûlantes parce qu'elles te réclament. Rêve, mon petit trésor chéri, en te reposant sous mes caresses, bien douce d'amour. Ta petite fille, Maria. C'est vrai, je mets des timbres pour être plus sûre. Au cas où tu partirais avant qu'elle te parvienne, eh bien, on les ferait suivre mieux. Et puis je ne sais pas ce que je fais. Viens, Maria. Mathieu, au but de... Pardon. Allez, t'as recommencer. Au but 2. Bon. Bien coiffé? C'est magnifique. Bah oui, ça c'est très clair. Le 25 octobre. Ça n'existe pas, ce que t'as dit. Au but 3. Attends, j'ai fait 2 secondes. Bah oui, mais évidemment, hein. Bon, c'est parti. Ça va, mon chéri? C'est pour te mettre dans l'ambiance de la lettre. Ouais, je comprends. Ça a dû le soulager quand même le front un peu. Il a fait exprès.